Voilà, monsieur Louis Rigat, vous pouvez nous expliquer où nous sommes? Alors, nous sommes donc dans une montagne. Comme vous le savez, montagne ici veut dire partie d'une montagne, entourée de murets, maintenant un peu de fil de fer barbelé, mais quand j'étais jeune, il n'y avait que les murets, et qui résulte de la division de l'ensemble des pâturages qui couvraient tout Aubrac au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, partage donc de cet ensemble entre des acheteurs de biens nationaux, puisque l'ensemble de ces pâturages de la domerie d'Aubrac a été vendu comme biens nationaux, et chaque, disons, fermier ou homme d'affaires qui travaillait avec le monastère-hôpital, la domerie, ont pris la peine d'acheter une montagne et en même temps des terres plus basses, soit sur le pourtour du plateau, soit sur le cos comtal, pour y continuer d'y cultiver ce qui à l'époque faisait la richesse, à savoir les céréales. Maintenant, tout est mis pratiquement en manade, avec les veaux sous la mer, donc évidemment remplaçant la traite. Mais dans le temps, il y avait possibilité de comparer les fromages d'une montagne à une autre. Et les anciens, avec leur capacité d'observation et de mémoire, avaient déduit de cette comparaison que la flore des pâturages était importante sur la qualité du fromage. Et entre autres, on avait tiré la conclusion qu'une plante, qu'on appelle ici la cistre, qui est sur le plan botanique, le nom botanique, le fenouil des Alpes, ils en avaient déduit que cette plante était à l'origine des goûts particuliers du fromage. On va voir que cette chose-là n'est pas rigoureusement exacte, parce qu'il n'y a pas que cette plante qui participe aux qualités gustatives, mais la variété, la grande variété, précisément de la flore de ces pâturages. On va donc la voir un peu tout à l'heure. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette variété florale des pâturages, reconnue au niveau de la CEE, donc au niveau de l'Europe, comme un écosystème très particulier et à conserver, qui est intitulé pelouse en art riche en espèces. On revient sur cette richesse en espèces. Et donc, tout ça existe en partie parce que, comme vous le voyez, vous avez un relief relativement adouci qui permet donc de bons pâturages. Ce n'est pas des reliefs très accidentés comme dans le Cantal. Tout ça parce que, initialement, l'Aubrac, il y a 7,5 millions d'années, a été recouvert de couches, de coulées, de lave très fluides qui ont donné des longues coulées. Et ces laves, en plus, sont relativement fertiles en ce qui concerne les sols qu'elles produisent par leur décomposition. Donc ça explique un peu la richesse florale, qui s'explique aussi par le fait que nous sommes relativement méridionaux, pratiquement la latitude de la Haute-Provence, et malgré cela on a des pâturages humides parce que entre ces couches de lave dont j'ai parlé, il y a des couches de cendres, de projections volcaniques qui sont poreuses et retiennent l'eau des précipitations et la relâchent au ras des pelouses l'été. La nature a ainsi créé
un mode très particulier et original d'utilisation au mieux des précipitations au lieu de les laisser partir en source et en rivière. La plus grande partie de cette humidité humidifie directement la pelouse. C'est ce qu'on appelle ici, du côté des agriculteurs, les mouillères. Ça, c'est une caractéristique de l'Aubrac qui n'est pas courante. À cette richesse florale qui conditionne les qualités gustatives s'ajoutent bien sûr des caractéristiques de la race d'Aubrac, mais ça, les éleveurs sont mieux à même que moi pour en parler. C'est des races qui, disons, ont un aspect plus sauvage peut-être que des races d'élevage intensif, mais en contrepartie, évidemment, ça donne beaucoup plus de goût, beaucoup plus de qualité, notamment à la viande, et évidemment également, ça peut jouer au niveau du fromage. Comme, disons, on peut le voir, on a démontré maintenant que l'idée des anciens, l'importance de la flore sur les qualités gustatives du fromage, on a démontré maintenant par des analyses de laboratoire que effectivement les plantes apportent des composés, des molécules au lait et donc au fromage. Il existe des graphiques qui sont très parlants à ce sujet. Bon, donc on peut dans un premier temps déjà constater sur place l'énorme variété des graminées qui sont évidemment à la base de l'alimentation des bovins. Les graminées, qu'on appelle maintenant des poacées, disons, apportent par l'assimilation du CO2 de l'atmosphère et du soleil, apportent des sucres qui sont évidemment la base de l'alimentation. C'est ce qui permet à tout élément, tout être vivant de vivre, d'agir et également, dans une certaine mesure, de mettre en œuvre des systèmes complexes de fonctionnement de l'organisme. Donc, d'une façon générale, toutes les graminées apportent beaucoup de sucre et l'essentiel de ce qui est consommé par la vie. Mais les graminées ont un défaut. En général, si elles portent du sucre, elles n'apportent pas d'azote. Or, la viande, les protéines, c'est fait avec de l'azote. Or, l'azote, il faut qu'il la trouve ailleurs. Alors, il y a une graminée qui en apporte, qui apporte donc des protéines, c'est le dactyle aggloméré. Bien, alors, donc c'est la seule graminée très riche en azote, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'autres plantes, d'où l'importance de la diversité, pour apporter suffisamment d'azote. Eh bien voilà une autre ici, pas besoin d'aller très loin. Où est-ce qu'elle est ? Je l'ai vue tout à l'heure. En voilà une autre, qui est le trèfle rouge, le trèfle des prés. Maintenant ça s'appelle des fabacées, ou également ça s'était appelé des légumineuses. Toutes les plantes de cette famille apportent de l'azote. C'est bien connu qu'on se sert de la luzerne, qui est de la même famille, comme engrais vert, parce que ça apporte de l'azote. Bien c'est pareil, tous les trèfles, ça c'est un trèfle, donc comme j'ai dit, trèfle du trèfle rouge. Alors, un pas de plus, et vous tombez sur un autre trèfle, le trèfle hybride. Et ça m'étonnerait qu'on n'en trouve pas encore d'autres, parce qu'il y a au moins 7-8 trèfles différents. Donc ce trèfle-là, il paraît blanc, en fait, il n'est pas entièrement blanc. Si vous regardez, eh bien dessous, c'est un peu rosé.
C'est pour cela que c'est un trèfle hybride. Mais il existe le trèfle blanc qui est entièrement blanc. On a parlé des graminées, on en reparlera peut-être. On a parlé des fabacées, donc des légumineuses. Là, je parle d'un autre type de plante qui, comme vous le savez, est évidemment un pissenlit. Eh bien, le pissenlit est une des plantes qui apporte des molécules qui parfument. Donc ça participe aux qualités gustatives. On a donc parlé de l'alimentation en sucre pour le fonctionnement de l'organisme, l'alimentation en azote pour faire des protéines de la viande, et maintenant on aborde un autre type de plante qui évidemment se trouve très varié aussi et qui est l'ensemble des plantes qui apportent des qualités gustatives. On l'a démontré maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces molécules passent des plantes dans le lait et donc dans le fromage et probablement peut-être aussi la viande. Ça, ce sont des raigrasses. Vous avez un peu plus loin des fléoles. Ça, c'est du dactyle. Ça, c'est de la fétuque. On peut en trouver une dizaine en restant sur place. Voilà une belle fléole. Là. On peut voir de près si vous le pouvez. On voit bien le cylindre. C'est une graminée aussi? C'est une graminée. Comme je l'ai dit, le dactyle, lui, est indispensable pour apporter des protéines s'il n'y avait pas assez de légumineuses. Mais le dactyle a un défaut. Il pousse très vite et devient très vite dur. Et donc, n'est pas forcément l'idéal pour avoir un pâturage fonctionnant toute l'année. Et les autres graminées, c'est un peu pareil. Certaines poussent mieux le printemps, d'autres un peu plus tard l'été. Donc il faut l'ensemble pour avoir une couverture à peu près constante et correcte. Légumineuse, qui également participe donc à l'apport d'azote, qui est le lotier. Cette fleur jaune. Vous voyez, tout ça, ça a des fleurs ayant une forme un peu particulière, qui, quand elles sont totalement ouvertes, ont la forme un peu de papillon, d'où le nom de papillonacée qui leur a été donné. Alors voilà une autre plante qui participe aux qualités gustatives des productions. C'est la chilée millefeuille. Millefeuille parce que vous voyez, les feuilles sont très très divisées. Et voilà. Cette plante a fait l'objet, comme d'autres aussi d'ailleurs, mais d'un essai d'alimentation du bétail, d'abord avec uniquement du dactyle, puis pendant une certaine période du dactyle plus de la chilée millefeuille, cette plante, et après de nouveau une période uniquement avec le dactyle. Le graphique qui donne la teneur en composés odoréfiants, on appelle ça des terpènes, eh bien, la teneur en ces composés dans le lait montre clairement qu'il n'y a pas du tout de ces molécules quand c'est uniquement une alimentation avec dactyle, une augmentation brutale et importante de la teneur en ces composés dans le lait pendant que l'on donne aux bovins en même temps que le dactyle cette plante, la chilée millefeuille, et ensuite quand on arrête de donner de la chilée millefeuille et qu'on redonne que du dactyle, eh bien la teneur dans le lait de ces molécules retombe à zéro.
Alors, il y a au moins une trentaine de ces plantes capables de donner un peu la même chose. Ça a été démontré pour certaines, pas par toutes, parce que ce sont quand même des études qui coûtent cher. Mais c'est assez général. Et en particulier, c'est vrai pour la plante qu'on va voir tout à l'heure, qui est celle dont je parlais au début, que les anciens considéraient comme donnant le goût au fromage, la cistre, le fenouil des Alpes. C'est évidemment vrai, mais ça n'est pas la seule. C'est ce que les développements des études récentes démontrent. Encore une autre graminée différente des autres, le paturin. Et ces inflorescences très étalées. Vous voyez tout cela sans se déplacer pratiquement, dans 1 mètre carré. C'est exceptionnel la variété que l'on peut retrouver sur l'Aubrac. Voilà une autre plante. Une autre plante qui apporte également des molécules odorifiantes. C'est un géranium. Voilà encore une autre graminée différente. Un brome. Le brome mou. Ça n'est pas. Ça n'est pas. Alors. Vous les touchez, vous les regardez, vous les sentez. Oui. Il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas les fleurs, la cistre. Que je trouve une cistre, il y a la fleur. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas les mêmes feuilles. Non, mais c'est pas vrai. On va en trouver ou pas? Là, vous avez une belle inflorescence de dactyle. Alors, pas vrai. Donc vous avez là encore une autre plante donnant éventuellement plus ou moins des goûts particuliers. Donc c'est encore une plante qui synthétise des molécules appelées terpènes. C'est l'anis des prés, qui est également le cumin. Les fruits ont une odeur d'anis très marquée. Et c'est donc une plante que l'on trouve également un peu partout sur l'Aubrac, comme dans le Jura d'ailleurs, où elle est souvent utilisée pour faire diverses liqueurs. Et les bêtes, comme c'est dans le fourrage, en mangeant le fourrage, elles avalent évidemment beaucoup d'autres plantes. Et ça, c'est sans inconvénient pour les bovins, parce que les bovins ont un organisme, ne serait-ce que leur mode de digestion, qui fait que les produits toxiques apportés par d'autres plantes n'ont pas d'effet sur eux. Par exemple, là vous avez des renoncules. Les renoncules, c'est toxique, mais ça ne gêne pas les bovins. Par contre, ça gêne les chevaux. Parce que les chevaux, eux, ils trient. Parce que précisément, ils n'ont pas les systèmes de défense qu'ont les bovins. Pas vrai? On va trouver. Oui, donc vous disiez.
Voilà encore une autre légumineuse, donc capable d'apporter de l'azote. Lentillis. Alors ça ne vous empêche pas de filmer quelques-unes des autres plantes, même si j'en parle pas. Les pensées sauvages. Il y en a plusieurs là. Oui, qui donc n'ont pas d'utilité là pour les bêtes. Ben, disons que probablement ça apporte aussi des molécules, mais tout n'a pas été étudié. Mais ce qui est important, c'est de voir cette variété en se déplaçant de quelques mètres. Alors c'est pour cela que, en général, beaucoup de livres parlent d'au moins 1000 espèces. Et ne serait-ce que dans le jardin botanique d'Aubrac, on est arrivé à rassembler jusqu'à 700 espèces. C'est une plante qui fleurit en jaune, on en verra peut-être tout à l'heure, qui s'appelle le gaillet vrai. Gaillet vrai parce que c'était utilisé dans le temps pour faire cailler le lait avant l'invention de la présure. Une plante qui apporte des goûts, et là on vient de voir une plante qui a servi à faire cailler le lait. Vous voyez un peu où mène la diversité florale. Tout se tient. Non, non. Ah, attendez. Ah. C'est pas de l'arnica. C'est du salsifis sauvage. Alors là, ça n'est pas particulièrement mis en avant sur le plan de l'élevage, mais vous voyez la belle touffe, dans le temps, ça pouvait servir au point de vue alimentaire. Car comme le salsifis cultivé, ça a une grosse racine, et si donc on le prend, quand on est capable de le trouver la première année, ce sont des plantes qui poussent en 2 ans. La première année, ça fait une racine et une rosette de feuilles. La deuxième année, ça fait les fleurs. Mais évidemment, quand c'est les fleurs et qu'on la voit, c'est pas le moment de la ramasser parce que la racine, c'est que des fibres. Donc, autre particularité, utilité de la variété, de la flore, dans le temps, les gens trouvaient à se nourrir avec ça. Évidemment, il fallait qu'ils aient une certaine expérience, parce que ça pose pas de risque. Si c'était une racine d'aconite, évidemment, là c'était la mort assurée. Alors, je ne sais pas si vous voyez en même temps ça, c'est peut-être pas mal non plus de montrer cette variété et cette richesse de pensée sauvage. Alors, je peux y aller là ? Oui. Donc vous avez là une gentiane en fleurs, une grande gentiane ou gentiane jaune, qui évidemment accumule les sucres qu'elle fabrique avec le CO2 de l'atmosphère et la lumière du soleil, l'accumule dans les racines. Et lorsqu'elle a accumulé suffisamment pendant plusieurs années du sucre dans les racines, ce sucre est utilisé pour faire des fleurs et surtout des graines. C'est pour cela que la gentiane ne fleurit pas chaque année. Il faut qu'elle ait le temps d'accumuler suffisamment de sucre dans les racines pour pouvoir faire cet important nombre de graines qui sont autour de la tige. C'est également la raison pour laquelle la première floraison a lieu après 7-8 ans. Alors, l'Aubrac a été longtemps un des principaux producteurs de racines de gentiane pour faire les apéritifs et quelques usages médicinaux. Seulement, c'est un travail extrêmement pénible. Il faut savoir porter une fourche très lourde, et c'est de l'ordre de 20 kilos au minimum, quand c'est pas plus,
jusqu'au milieu de la montagne. Ensuite, il faut l'enfoncer très profondément, 1 mètre, pour pouvoir, en se servant du manche comme l'évier, arracher l'énorme racine. Et tout ça donc demandait un effort qui, à l'époque, n'était pas tellement payé. Maintenant, comme il faudrait payer le temps passé, eh bien on trouve de moins en moins de gens pour le faire, donc on arrache de moins en moins de gentianes en France, et en particulier sur l'Aubrac. Il n'y a que quelques apéritifs locaux qui sont fabriqués avec des racines d'origine aubrac. La grande fabrication d'apéritifs comme par la Suze utilise en général des racines importées. Des racines importées de l'Europe de l'Est, des montagnes de l'Europe de l'Est, où là, évidemment, le niveau de vie étant moins élevé, il y a encore de la main-d'œuvre pour arracher. Il est intéressant, curieux de signaler que cette région, d'où vient l'essentiel des racines de gentiane utilisées en France, cette région s'appelait, avant l'invasion romaine, l'Illyrie. L'Illyrie, et le dernier roi d'Illyrie s'appelait Gentius. La gentiane se caractérise par des feuilles sur la tige qui sont opposées l'une à l'autre. Cela permet de la distinguer d'une plante que l'on trouve souvent à côté, dans les milieux humides, qui est le vératre. Il y a intérêt à les distinguer parce que le vératre est mortel. Et pour distinguer, le vératre a des feuilles non pas opposées, mais alternes sur la tige, jamais opposées. On peut être surpris de voir que le vératre, qui existe dans beaucoup de pâturages humides, n'empoisonne pas les bovins. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'y touchent jamais. Alors qu'ils n'ont pas peur de manger des gentianes. Tout simplement, d'après les explications que j'ai eues d'un éleveur, il semble que lorsqu'ils y touchent, quand ils sont tout jeunes, les veaux, ça les fait saliver de façon tellement importante et désagréable qu'ils n'y retouchent plus. Il y en a qui sont encore plus foncés que ça, avec une tache encore plus petite. C'est la véritable espèce pure de pensée sauvage, qui sur le plan botanique s'appelle Viola lutea. Violette jaune, parce qu'elle est jaune dans le Jura, mais également appelée variété élégance, ou sous-espèce élégance. Donc, tout violet, une tache jaune. Vous avez par contre d'autres, ici vous avez un panachage de diverses couleurs. Ça, c'est un hybride entre l'espèce pure et la violette tricolore, que l'on ne voit pas là pour le moment, mais qu'on pourrait voir ailleurs, qui elle est toute jaune et blanche. Et donc ça fait ces mélanges. Et comme souvent, les hybrides sont plus vigoureux que la race pure. C'est pour cela que vous voyez que ça se développe beaucoup plus. Alors ça aussi, cette observation, elle n'est possible que parce qu'il y a une grande diversité. Là, il y en a vraiment, totalement. Un véritable laboratoire d'observation des peloses de l'Aubrac. On a déjà découvert cette exceptionnelle variété et tous les intérêts divers que cela permet au point de vue réflexion, observation, ce qu'évidemment les anciens savaient très bien faire. On sait un peu moins le faire maintenant dans le monde moderne et on attend que tout vous tombe dessus alors que c'est cette observation qui permet de tout découvrir. C'est comme ça qu'ils se sont aperçus que la cistre avait évidemment une importance. En fait, ça indiquait que la flore était très variée, qu'il y avait beaucoup de plantes
qui jouait sur la qualité gustative, donc du lait et donc du fromage. Donc, évidemment, si on avait un peu plus de temps et qu'on fasse un peu plus de chemin, eh bien on finirait par découvrir les centaines de plantes différentes qu'il y a dans ces pâturages exceptionnels.